On voit bien que là on est sur le système du sujet du jour, sur vraiment une vraie économie circulaire. On va d'abord aller collecter des déchets ou des matières organiques qui n'étaient pas ou mal valorisées avant. On va les acheminer sur l'usine de méthanisation où il y a un digesteur. C'est un phénomène naturel de dégradation de la matière organique. Ça marche à peu près comme l'estomac comme une panse de vache en fait. C'est vraiment une digestion naturelle. Et derrière, on va sortir deux produits. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en méthanisation, on produit bien deux choses. La première chose qu'on produit, c'est ce qu'on appelle nous le digesta. En gros, c'est un compost amélioré. Pourquoi amélioré? Parce qu'il a des qualités agronomiques en général meilleures que le compost qu'on produit par ailleurs. Et donc là, on va pouvoir répandre ce digesta sur les parcelles agricoles. Et donc, ça va se substituer à des engrais chimiques que les agriculteurs achetaient auparavant. Et puis le deuxième produit, c'est bien sûr le biogaz. Et si on l'épure, on va pouvoir l'injecter dans le réseau de distribution ou dans le réseau de transport, selon le réseau qui est le plus à proximité. Et ensuite, on va pouvoir l'utiliser exactement comme on utilisait avant sur les usages classiques du gaz naturel, puisqu'une fois qu'il est épuré, il a les mêmes caractéristiques que le gaz naturel, ce biométhane. Et donc on va pouvoir avoir des utilisations de chauffage, de cuisson pour l'eau chaude aussi, ou les process industriels pour les entreprises. Et puis un nouvel usage qui émerge de plus en plus et qui selon nous a un peu d'avenir quand même, c'est le GNV, l'utiliser en gaz naturel véhicule. Et là on va pouvoir utiliser du bio-GNV. Et donc avoir une empreinte carbone bien moindre pour la partie transport de marchandises notamment. Et donc sur ce schéma, quand on dit on, en fait c'est pas GRDF qui fait tout ça. Nous on est juste sur ce tout petit bout, mais en fait quand on dit on, c'est vraiment toute la filière. Donc c'est aussi, on rentre en plein dans cette économie circulaire et non linéaire, c'est que l'agriculteur seul. Parce que, pourquoi on parle beaucoup du monde agricole? Parce que 80% des projets, et même 90% en Centre-Val de Loire, sortent du monde agricole, donc sont portés par des agriculteurs directement. Les collectivités locales peuvent aussi porter des projets en propre. Des entreprises commencent à se poser la question de porter des projets, ou après c'est tout ce petit monde qui s'allie sur des projets de méthanisation territoriale. Donc c'est important à rappeler, on ne construit pas les méthanisations, on n'exploite pas les méthanisations, on n'apporte pas de déchets, parce voilà, notre activité n'apporte pas de déchets. Par contre, on œuvre pour fédérer la filière et la Commission de régulation de l'énergie nous a bien donné cette mission-là. Et également, ce qui est important de savoir, c'est qu'on n'achète pas le biométhane et on ne revend pas de gaz. On est distributeur, on n'est pas commercialisateur de gaz. Donc derrière, nous, sur les unités de méthanisation qui sortent, on ne fait pas de business en tant que tel. On n'investit pas, on ne touche pas de royalties. Il y a juste cette petite partie poste d'injection qui est tarifée, le poste est loué aux porteurs de projets et les tarifs sont fixés par la Commission de régulation de l'énergie. Juste pour vous dire que ce qui rentre en méthanisation, il y a plusieurs sortes de déchets, mais ça devient du coup des déchets valorisés. On a les résidus de culture, les effluents d'élevage qui sont plutôt habituels et la majorité des projets sont partis là-dessus. Les bouts de stations d'épuration peuvent aussi partir en méthanisation. On a déjà un cas en Centre-Val de Loire puisque la station d'épuration de la Riche injecte du biométhane dans les réseaux déjà depuis 2016. Il y a d'autres projets qui sont en train d'émerger au sein des collectivités locales de la région. Et puis on a tout ce boulot-là à mener. Alors il y a certaines industries agroalimentaires qui envoient déjà leurs déchets en méthanisation ou qui sont en train de se structurer. On parlait tout à l'heure de C'est qui le patron, voilà, typiquement la laiterie de Saint-Denis de l'Hôtel a contractualisé avec plusieurs porteurs de projets agricoles en Centre-Val de Loire pour envoyer ces déchets, alors notamment chez certains de ces producteurs laitiers. Donc on voit bien ce principe d'économie circulaire qui s'applique complètement sur la méthanisation. En fonction des types de déchets, le traitement des déchets sera différent. Et important parce que, comme l'a dit Bastien, derrière il y a un retour du digesta à la terre et donc peut y avoir des besoins de traiter les déchets pour éviter, notamment sur le digesta, de retrouver des bactéries pathogènes sur les terrains. Ça c'est vraiment très important et c'est aussi pour ça que dans un projet de méthanisation, oui la valorisation du biométhane est importante parce que globalement c'est aussi ce qui rapporte de l'argent aux porteurs de projets. Ceci dit,
souvent, aujourd'hui, les agriculteurs calibrent leur projet de biométhane, alors en fonction des intrants, mais aussi en fonction des plans d'épandage. Pour vous donner quelques ordres de grandeur, en Centre-Val de Loire, en moyenne, moyenne très macro, un projet de méthanisation, c'est à peu près 200 normomètres cubeurs. Et du coup, ça représente, en termes de gaz, parce que là, on n'est pas sur le digestat, mais on est bien sur le biométhane produit, à peu près l'équivalent de 70 bus qui rouleraient à l'année. Donc un projet, 70 bus, ou à peu près 1500 maisons existantes moyennes, donc pas sur les consommations, bâtiments basse consommation, mais le moyen, maison 110 mètres carrés, ou en économie de CO2, ça représente presque 2000 véhicules diesel. Donc on voit bien quand même que, au-delà d'une économie circulaire, d'une attractivité du territoire et de tout ce qui se passe autour d'un site de méthanisation, il y a une vraie vertu écologique et agroécologique. Le positionnement d'un méthaniseur, c'est au centre d'un gisement et c'est pas là où il y a du réseau, par exemple, pour économiser le coût de raccordement. Mieux vaut payer un raccordement bien plus cher, mais mettre un méthaniseur là où il doit être, c'est-à-dire au milieu de son gisement, pour ensuite, pendant toute sa durée de vie, minimiser le transport de déchets et optimiser les coûts. Certaines grandes collectivités, métropoles, ont la capacité financière et le gisement suffisant pour imaginer de porter un méthaniseur en propre, qui développent eux-mêmes, ils investissent eux-mêmes pour traiter leurs biodéchets et donc garder tous les revenus pour eux, etc. On a fait des calculs, on sait, on a une taille critique à partir de laquelle c'est rentable. Voilà, des métropoles comme Orléans ou Tours ont cette capacité théorique à faire ça, à dire je vais être autonome sur la gestion de mes déchets et je vais développer ça. Pour les autres, la plupart du temps, on va besoin de parler de coopération entre le monde agricole et une collectivité locale. Et on peut très bien imaginer des montages financiers avec une collectivité locale qui prend une petite part minoritaire du capital d'un méthaniseur agricole, qui va chercher les subventions qui vont bien parce que l'agriculteur, lui, va devoir investir plus pour mettre un hygiéniseur en plus sur son site, un site de stockage probablement complémentaire, donc il aura probablement 1 million d'euros d'investissement complémentaire à faire. Mais derrière, la collectivité, en faisant ce mariage-là, c'est un deal gagnant-gagnant. L'agriculteur, il va faire plus de biométhane, donc il aura plus de recettes chaque année. Et la collectivité locale a une solution pérenne et durable, vertueuse, pour traiter ces biodéchets sur la grande durée, parce qu'ils sont aussi au capital de la société, et voilà, ils en tirent un bénéfice. Là, on a besoin de coopération. La particularité du biométhane, c'est que c'est en plus une ENR qui est non intermittente, parce que le méthaniseur, il produit tout le temps. Alors en fonction de ce qu'on lui met comme déchets, mais globalement, il produit vraiment de manière assez linéaire, et c'est stockable. Donc on a aussi des enjeux de travailler sur la R&D pour pouvoir stocker in situ ce gaz, mais aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est en train de travailler aussi pour mettre les réseaux en condition de, à terme, pouvoir remonter ce gaz vert vers les stockages français, puisqu'on a la particularité en France d'avoir des stocks de gaz importants. Et on voit bien que du coup, tout ce gaz vert va se substituer au gaz fossile et que demain, on aura l'autonomie énergétique de la France. Alors le même fonctionnement que ce qu'on connaît aujourd'hui sur le gaz naturel, sauf qu'en plus le gaz il sera produit localement et il se stockera aussi pendant les périodes d'été, parce qu'on est bien sur une consommation qui est soumise aux saisonnalités. Donc se stockera sur les périodes d'été et servira sur les périodes d'hiver. On voit bien qu'avec ces pics de consommation dont on a, ça répond à une partie et que demain, les énergies devront être complémentaires dans un mix énergétique pour pouvoir répondre aussi à ces pics. Nous, ce qu'on aime bien comme schéma, c'est j'épluche mes carottes, je les transporte avec la benne à ordures, qui les emmène au site de traitement et qui va rouler avec le gaz qui est produit dans le site de traitement. Juste pour expliquer qu'effectivement, c'est assez récent qu'on puisse injecter du gaz dans les réseaux. Le décret, c'est fin 2011, c'est novembre 2011. Mais derrière, nous, GRDF, on est sur des zones desservies en gaz. C'est la première carte que vous montrez, Caroline. Il y avait plein quand même de petites communes blanches là où théoriquement on n'est pas censé aller là-bas. Où sont les projets de méthane, puisqu'ils sont par définition beaucoup en campagne. Voilà, ils sont dans les champs. Donc heureusement, la réglementation s'est adaptée et nous permet d'aller raccorder un producteur de biométhane, quel que soit l'endroit du territoire où il se trouve. Sauf que, comme vient de l'expliquer Caroline, ça ne suffit pas forcément, puisque dans certains cas, il y a une production de 200 normomètres cubes, mais avec des consommations d'été qui sont l'équivalent de 30 ou de 20 normomètres cubes pendant l'été. Là aussi, on a du coup des besoins d'investissement, puisque le réseau n'a jamais été conçu pour fonctionner comme on l'utilise aujourd'hui. Il a été conçu comme... gravitationnel en fait. Oui, voilà, c'est le ruisseau qui descend de la montagne, qui tombe dans un fleuve, qui jette dans la mer. Tuyaux, voilà, ouais. Mais ça va que dans un sens et c'était prévu comme ça. Pour pouvoir adapter ce réseau, la réglementation s'est à nouveau adaptée, d'abord avec la loi Egalim en 2018, puis avec le décret sur le droit à l'injection,
qui a lui-même été traduit par une directive de la Commission de régulation de l'énergie, sortie fin novembre 2019 et qu'on est en train de mettre en œuvre. Donc ce cadre-là, il a quand même permis de clarifier les règles pour la filière. Et ça, c'est vachement important quand on essaie de développer économiquement une filière, que les choses soient claires et qu'on puisse les expliquer simplement. La deuxième chose, c'est qu'on a besoin de développer la méthanisation dans certains territoires qui ont du potentiel. Là, le fait de faire un développement maîtrisé et coordonné, c'est juste de dire que les opérateurs de réseau sur cette zone-là, qui viennent de définir, vont cogiter à comment adapter les réseaux, se mettre d'accord déjà entre eux, tous les opérateurs de la zone, comment optimiser les investissements de réseau pour qu'on puisse absorber tout le biométhane connu dans les projets qui sont en train de se développer et théoriques de demain, en minimisant bien sûr les investissements. Du coup, le garde-fou, c'est le critère technico-économique qu'a mis en place le régulateur, avec un critère qu'on appelle nous dans notre jargon I sur V, I pour investissement et V par rapport au volume de biométhane qu'on va pouvoir absorber sur cette zone, qu'on va produire et injecter dans les réseaux. En gros, c'est censé mesurer l'intérêt général. On peut investir plusieurs millions d'euros dans les réseaux sur une zone donnée, si en face il y a plein de projets biométhane. Par contre, on ne va pas investir 10 millions d'euros pour un seul projet de 50 normaux. C'est juste ça l'idée. Et derrière, on va pouvoir aller financer les opérateurs, aller financer ces ouvrages-là nous-mêmes. Il y a un an, c'était les porteurs de projets qui finançaient. Donc forcément, la filière, quand on disait un porteur de projet, vous avez 15 km de maillage à financer en plus et c'est un surcoût d'1 million d'euros. Bah dans l'économie d'un projet, ça pèse lourd. Et puis, quand le critère technico-économique ne sera pas totalement satisfait, c'est-à-dire que l'enveloppe dépasse un peu, la réglementation prévoit aussi qu'on puisse aller chercher un financement tiers. Donc le financement tiers, ça va être, par exemple, tous les porteurs de projets de la zone qui, au prorata de leur puissance, vont donner un petit peu. Mais ça peut être aussi la région Centre-Val de Loire qui a envie de développer cette zone-là et qui met les 200 kg qui manquent pour boucler le budget. Ça peut être les collectivités locales qui s'associent et qui mettent au pot. C'est assez ouvert. Ça peut être les syndicats d'énergie, bien sûr. Tous ces acteurs-là vont pouvoir, et là encore, on va avoir besoin de coopération entre le monde agricole, les acteurs économiques, mais aussi la puissance publique locale pour coordonner l'ensemble. Juste pour dire que voilà, sur les chiffres, ouais, c'est pas anecdotique au niveau français aujourd'hui la méthanisation. On ne peut pas dire que c'est 3 agriculteurs dans un coin qui pensent qu'ils vont révolutionner le monde et qu'il ne va rien se passer. Non, aujourd'hui c'est une réalité. Ça va peser de plus en plus dans le mix énergétique de demain et c'est pas complètement, voilà, c'est pas complètement anecdotique, y compris en Centre-Val de Loire. Donc il y a beaucoup de détracteurs qui n'y croyaient pas encore en 2011. Aujourd'hui, les chiffres parlent d'eux-mêmes et la trajectoire parle d'elle-même. Juste sur les 25 TWh qui sont réservés, de capacité réservée, l'année dernière, on a injecté 1,2 Tera dans les réseaux français. Cette année, on va dépasser les 2 Tera a priori. Ça veut dire qu'on a 20 fois plus, un peu à la louche, 15 fois plus de projets en stock qui ont déjà réservé. Il y a 2 sujets sur lesquels il va falloir qu'on travaille, tout en restant en complémentarité des autres énergies. C'est la gazéification de la biomasse. Donc là, on a tout un sujet à travailler avec Arbocentre justement sur les ressources et que ça soit bien en complémentarité de tout le reste. Et puis on a celui-ci qui est essentiel et on pensait qu'il arriverait un peu plus tard, en fait il arrive maintenant. Donc les sujets arrivent maintenant. Donc ça, si je schématise grandement, je ne suis pas technicienne, vous prenez de l'électricité renouvelable, notamment excédentaire à un moment où on n'en a pas besoin, vous faites de l'hydrogène, voilà, électrolyse de l'eau avec cette électricité verte, c'est important, parce que vous avez de l'hydrogène vert, de l'hydrogène gris et de l'hydrogène bleu. Vert produit à partir d'électricité verte, gris produit à partir de gaz fossile, parce qu'on peut aussi produire de l'hydrogène à partir du gaz, hein, c'est à peu près 95% de l'hydrogène aujourd'hui en France qui est produit à partir du gaz, et puis bleu produit à partir de l'électricité nucléaire. Donc là après je laisserai les dogmes éventuels là-dessus, mais globalement on prend de l'électricité verte, on fait de l'hydrogène, et après sur cet hydrogène on a plusieurs choix, soit on l'utilise directement comme hydrogène, notamment dans la mobilité. On voit qu'il y a plein de choses qui arrivent, mais c'est encore cher, la technologie n'est pas complètement mature, mais on voit bien que ça s'inscrira demain en complémentarité de la mobilité élect, de la mobilité gaz, et du coup c'est aussi une mobilité gaz, mais par l'H2. Il y a d'autres solutions aussi, donc c'est injecter une partie d'hydrogène dans le réseau de gaz existant. Il y a encore une autre solution, alors c'est pareil, c'est de la magie, hein, mais il y a un peu de coût derrière et un peu de technologie industrielle, c'est cet hydrogène, on le prend, on le recombine avec du CO2. En fait, il faut que demain, dans nos sites, notamment dans les sites de méthanisation, on capte ce CO2. Il y a quand même du... Voilà, le bilan est neutre
parce que en termes de cycle carbone, ce qu'on a produit en CO2 de la méthanisation et qui est reparti vient d'être consommé par les plantes. C'est ça le principe de la neutralité du CO2. Ce qu'on dit, c'est que demain, quand on arrivera à capter le CO2 des sites de méthanisation, en fait, le bilan sera négatif. On aura mangé plus de CO2 en faisant de la méthanisation qu'en n'en faisant pas. Mais si on prend globalement tout le gisement méthanisation et qu'on arrive à l'injecter, c'est à peu près 11 Tera 5 de consommation. Je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit 16 Tera de conso aujourd'hui, probablement 11 à 12 en 2005. Ça veut dire qu'en Centre-Val de Loire, rien qu'avec les gaz verts de première génération sur lesquels aujourd'hui la filière est organisée, on serait capable de couvrir notre consommation. Si on y ajoute les 2 autres typologies de gaz verts qui pourront rentrer dans le réseau demain, 6-5 Tera pour ça. Alors on ne savait pas trop dans quel ordre ça arriverait, mais potentiellement là-dessus, il y a aussi des démonstrateurs sur la gazéification de la biomasse ligneuse. Mais voilà, on voit bien qu'on va largement dépasser en 2050 la consommation de gaz vert en région Centre-Val de Loire. Ce qui est assez logique aussi, on est sur des territoires plutôt ruraux et on voit bien que finalement, demain, potentiellement, on ira alimenter le bassin parisien, ce qui serait assez logique. Et c'est pour ça aussi qu'on a besoin de mettre les réseaux en condition de pouvoir remonter le gaz vert vers les réseaux de transport, en fait. Tout ça a un sens et même si la méthanisation, c'est un vrai sujet de territorialisation et d'autonomie des territoires en énergie, on voit aussi que c'est un gros sujet français et que les réseaux ont leur importance dans toute cette cohérence, alors pour pouvoir aller stocker, transporter vers les zones qu'en ont besoin à un instant T, et que tout ceci reste complètement cohérent. Et on voit bien aussi du coup que ça aura forcément en 2050 un impact considérable sur la balance commerciale du pays. Quand tout le gaz dont on a besoin sera fabriqué en France, ça aura forcément, enfin c'est tout ça qu'on n'exportera pas. Donc on voit bien qu'il y a aussi des gros agrégats économiques autour de tout ça.